Projet de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'exercice du droit de grève. Union sacrée, nouvelle formule. Élection 2023. Face à face spécial, je reçois ce lundi 5 juin, après le journal de 19h, le député national Guy Mafuta, élu de Chikapa, Kasai. Rediffusion lundi 5 juin après le journal de minuit, mardi 6 juin après le journal de 7h. Projet de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'exercice du droit de grève. Bonjour à tous, bonjour honorable Guy Mafuta. Bonjour Christian. Élu de Chikapa, Kasai, vous êtes à l'origine de cette proposition de loi. Vous dites qu'il y avait jusque-là un vide juridique et il n'y avait donc rien de tel avant. Rien du tout, Christian. La Constitution garantit ce droit, mais à ce jour, il n'y a pas de loi qui puisse organiser l'exercice de ce droit important. Donc, c'est pourquoi nous avons, en tant que législateurs, tenu à ce que ce vide soit comblé. Je même appelé ça une indifférence législative. Je pense qu'avec une telle proposition, on peut trouver des mécanismes pour bien réguler ce rapport entre l'employeur et l'employé. L'article 39 de la Constitution le reconnaît, droit de grève reconnu et garanti. Dire qu'il n'y avait rien du tout, ce n'est pas exactement vrai. Et les deux ministres du Travail avaient déjà pris quelques arrêtés en la matière. Toutes les grèves ne sont pas sauvages. Les grèves, à date, sont réglementées et on sait comment tout cela s'organise. Pourquoi dire ou pourquoi vouloir aujourd'hui, in tempore non suspecto, attention, nous sommes en période électorale, absolument faire passer pareille loi? Il faut noter que la loi a été déposée depuis 2019, au mois de mai, pour être beaucoup plus précis. Mais ça a pris du temps. Là, ce n'est pas la faute de Guy Mafuta. Moi, je suis seulement content parce que l'actuel bureau l'a aligné au débat général et ça a été déclaré recevable. Nous sommes en commission pour l'améliorer, en améliorer l'écriture et aussi voir un peu s'il y a des idées nouvelles qu'il faut ajouter. Mais il y avait effectivement nécessité de le faire parce que la même Constitution, en son article 123, dit clairement qu'il faut une loi pour, n'est-ce pas, établir les principes fondamentaux relatifs au droit de grève. C'est ce que je fais. Une loi en alinéa 3 de votre avant-propos sur cette proposition de loi, une loi contre les grèves à objectif politique. Est-ce que le but, ce n'est pas plutôt d'empêcher, en cette période ou en cette année électorale, que certaines considérations politiques se transforment en grève? Pas du tout. Vous savez, la grève, elle est plus vieux que les élections, plus vieille que les élections, j'allais dire. Le but, c'est effectivement que toute revendication qui se résume en grève le soit légalement. Ce matin, j'ai lu sur la presse, les grévistes, les chaînes, les régies financières veulent aller en grève. On n'a pas de repères légaux pour arriver à dire que telle grève est légitime ou pas, légale ou pas. Nous évoluons dans une jungle où chacun fait ce qu'il veut. La loi a l'ambition de sécuriser, de protéger non seulement le travailleur, mais également l'employeur. Donc c'est une loi qui se place au juste milieu pour que l'outil de production puisse être sécurisé aussi, que les travailleurs puissent évoluer dans les normes. Oui, mais quand vous dites dans l'alinéa 3 une loi contre les grèves à objectif politique et que l'on voit que votre proposition date de 2019 et que comme par hasard elle sort aujourd'hui, on a des questions à se poser. Bon, le temps, ce n'est pas moi. Moi, j'ai remarqué que la loi avait beaucoup traîné et quand j'ai remarqué que plusieurs autres lois déposées après la mienne étaient alignées, j'ai pris l'initiative de saisir le bureau une deuxième fois et le professeur Mbata qui m'avait reçu a fouillé, il a remarqué que ma loi avait toutes les autorisations nécessaires parce qu'une loi pour être alignée, on l'envoie au gouvernement. À l'époque, c'était le premier ministre Ilou Kamba. Qu'il avait envoyé ses amendements, ils ont donné un avis favorable. Donc, cette loi intègre l'avis du gouvernement depuis 2020 déjà et 2 ans après elle est alignée, donc il n'y a pas à suspecter le temps ou quoi. Cette initiative de la remettre à l'initiative ou sur la table du bureau vient du bureau ou de vous? De moi, parce que élu, il faut bien quelque part, on est intellectuel. Nous vivons dans une société qui a besoin de lois pour combler les lacunes. Il fallait bien que ma plume soit aussi retenue. Je voulais qu'il y ait cette loi-là et voilà, elle est alignée. Déposée en 2019, mise à la table de l'Assemblée en 2023. Est-ce qu'entre les 4 ans, vous y avez retouché?
Bon, il faut être respectueux des textes, hein. Le texte initial est en l'état, mais entre-temps, il y a eu des observations à gauche et à droite. J'ai eu à parler avec certains corps professionnels qui ont donné des avis et autres, et certainement que dans les commissions, on va apporter du neuf, ce qui a comme avis et considération de tout un chacun. Donc le texte qui sera à l'étude, c'est le texte de 2019. 19, oui, voilà. Vous parlez de grèves qui n'ont pas respecté la procédure de grève. Lesquelles, puisqu'il y avait les arrêtés? Est-ce qu'il y a des grèves aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il y a des grèves qui n'ont pas respecté ces arrêtés? C'est la difficulté dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il n'y a pas de repère. On ne sait pas apprécier. Il y a ces arrêtés. On peut apprécier en fonction des arrêtés. Ces deux arrêtés sont laconiques. Le premier dit juste quels sont les droits des grévistes pendant la grève. Comment aller en grève? Comment mener la grève? L'arrêté ne dit rien. Mais dans cette loi, on vous dit tout. L'avant, le pendant et l'après-grève. L'après-grève, le travailleur ne peut pas subir les humeurs de l'employeur. Il est, j'ai dit dans la loi, les permutations punitives. Parce que tu as été initiateur d'une grève, après la grève, l'employeur t'envoie dans une zone déserte. Ça, c'est devenu une infraction. Donc, c'est une loi qui tient compte de toutes ces réalités. Elle n'est pas là pour privilégier les travailleurs vis-à-vis des employeurs, moins encore vice-versa. Elle est là pour être juste au milieu. Parce que le principe, c'est le travail. La grève doit être une exception. Il faut être en mesure de considérer que quand il y a arrêt de travail, sur le plan économique, c'est énorme. Quand il y a même, je vois ici les embouteillages parce que les chauffeurs n'ont pas voulu travailler, sur le plan économique, ça se mesure. Mais nous, malheureusement, on laisse passer comme ça et je pense qu'on ne peut pas aspirer au développement en laissant certaines choses en l'état. Nous sommes lundi 5 juin. Grève des transporteurs, elle est légale, Justement, comment la jugez-vous justement, Christian, on ne sait pas la juger. On ne sait pas la juger parce qu'il n'y a pas de loi. On ne sait pas la juger. Maintenant, après cette loi, on saura juger si elle est légale ou pas. Pourquoi maintenant ? Parce que le bureau l'a aligné maintenant. Parce que j'ai dû secouer encore une énième fois pour la voir être alignée. Au lieu de tenir promptement les engagements librement pris avec le banc syndical du secteur de la santé publique, il nous revient d'apprendre de sources dignes de foi et concordantes que le gouvernement de la République a choisi d'agir spécieusement en soutenant la proposition de loi du député national Guy Mafuta, proposition de loi qui se fixe le sombre objectif de mettre fin à l'activité syndicale. Ça, c'est le SIMECO, le syndicat des médecins du Congo, qui l'affirme. Les médecins ont des revendications. Les médecins ne pourraient plus, selon votre loi, librement faire grève. Au fait, je suis la dernière personne qui puisse vouloir faire du mal aux médecins. Je suis fils de médecin moi-même, donc je ne peux pas leur faire du mal. Le problème est que cette loi-là, d'abord, il faut noter que la loi ne concerne pas que les médecins. Elle n'est pas une loi pour les médecins. Elle concerne aussi les médecins. Aussi les médecins, mais pas pour le médecin, parce que le débat sur la place publique vire vers une loi pour mettre en mal à l'aise les médecins. Non. Mais elle les concerne surtout parce qu'ils ont aujourd'hui le droit de grève. Vous voudriez le leur retirer. On veut l'encadrer. C'est quoi le problème, Christian? Là, dans la loi, il est clairement dit les médecins peuvent aller en grève. Sauf que la grève sèche, celle où il y a zéro médecin, ne doit pas être vécue au Congo. Il faut un service minimum. Ils vont en grève, il faut un service minimum. J'en parle parce que, en réalité, on est une somme d'expérience. J'ai eu à gérer le secteur de la santé dans une mutuelle de santé des enseignants où j'avais plus de 45 conventions d'abonnement avec les hôpitaux. J'ai eu à faire face aux grèves sauvages, à la grève sèche. J'ai vu des gens mourir. Sérieusement, y compris les médecins aussi pouvaient aussi mourir, y compris leurs familles. Alors nous disons qu'il y a des secteurs vitaux, c'est concessionnel. Il y a des secteurs vitaux pour lesquels la grève ne devait pas être observée, mais pour les médecins, la grève normale, excepté la grève sauvage ou sèche, doit être quand même assez... Oui, mais les médecins vous diront que les services d'urgence, même pendant les grèves, sont assurés. Non, il y a des formes beaucoup plus sévères. Où les services d'urgence sont toujours assurés. Je vous dis, Christian, j'en connais, je sais de quoi je parle. La forme qui est décriée, qui est condamnée, qui est réprimée par la loi, c'est la grève sèche, où il n'y a personne. Où vous venez en urgence, vous ne trouvez personne, le médecin ne vous touche pas. C'est déjà arrivé au Congo ? C'est arrivé. C'est déjà arrivé que des services d'urgence de mémoire d'homme. Allez, citez-nous quelques exemples. Les médecins vous diront que cela n'arrive jamais. Vous ne trouvez que des infirmiers et des paramédicaux.
Aucun médecin dans l'hôpital. Nous nous disons, si pour d'autres secteurs de la vie, on peut se rattraper, mais face à la vie, face à la mort, c'est irréparable et irréversible. C'est pourquoi nous voulons que pour les médecins, qu'il y ait le service minimum obligatoire. Ils peuvent aller en grève, mais observer un service minimum obligatoire. Quel est le distinguo entre service minimum obligatoire, où les soins généraux, qui sont peut-être pas urgents, doivent être accomplis, et le service d'urgence? Vous citez l'article 39 de la Constitution. Je pense qu'on devrait s'y pencher. Il vous donne quelque part raison. Cependant, le droit de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans des conditions fixées par la loi, qui peut interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité, ou pour toute activité ou tout service public d'intérêt vital pour la nation. Maintenant, la question, le médecin est-il dans une activité vitale pour la nation, oui ou non? Pour les services d'urgence, oui. Oui. Pour les services d'urgence uniquement. C'est un ministère, au fait. Aujourd'hui, je comprends la colère des médecins. Je comprends leur courroux. C'est parce qu'il y a une indifférence de l'État. Et souvent, l'État attend la forme la plus sévère pour réagir. Là, je comprends. Mais on se dit, il y a quand même la vie à sauvegarder. C'est une profession noble, c'est un métier noble, certes, mais il faut aussi que, quelque part, qu'on sauve la vie humaine. Et on doit la sauver avec un service minimum qui doit être obligatoire. Mais le service minimum, vous êtes, parce que les médecins le disent, vous êtes plutôt à vouloir défendre ou supporter la couverture sanitaire universelle que le président de la République porte. Déjà, Christian, par rapport à cette CSU, j'ai été très sceptique. Très sceptique, et ceux qui m'ont suivi à la plénière, moi je n'étais pas convaincu de la manière dont cela se fait. Oui, mais ça aiderait. Ça aiderait, mais il y a des préalables qui ne sont pas encore rencontrés. Maintenant, plutôt que de dire service d'urgence, pourquoi voulez-vous généraliser à tous les médecins et leur empêcher la possibilité de faire leur grève sèche parce que leurs revendications ne sont pas entendues? Mais les services d'urgence sont aussi tenus par les médecins. On ne va pas abandonner les services d'urgence aux seuls infirmiers. Oui, mais les services d'urgence, on sait qui les tient. Le cardiologue qui va aller, sauf dans le cas d'urgence, qui va aller en grève sèche, le gynécologue qui va aller en grève sèche, tel ou tel qui va aller en grève sèche, ne devrait pas être concerné s'il n'est pas aux urgences. Non, maintenant, les urgences, en fait, c'est ça peut-être la nuance qu'il faut essayer. Il faudrait qu'à tout moment, qu'il y ait au moins un médecin qui fasse ces urgences-là. Or, la grève sèche qui est illégale, c'est celle où il y a 0 médecin à l'hôpital. Là, c'est très grave. Mais il faudrait que vous le dites dans votre document. C'est pourquoi le texte est là pour être amélioré. Et dans la commission, il y a aussi des médecins. Au Parlement, il y a des médecins aussi qui s'attellent à cela. Vous avez tweeté avant moi. Vous avez annoncé cette émission avant moi. Alors, je vous propose de répondre aux questions de certains auditeurs. C'est pas courant dans cette émission, mais ce serait important de le faire. Jacques Sadiki dit: que faire si les médecins au corps médical qui ont de retard de paiement ou manque d'engagement de la part du gouvernement vont-ils continuer à travailler toujours malgré cette position? Observez le service minimum. Déjà que ce service minimum en soi n'arrange pas tout le monde. Attends, les services minimums, oui. C'est lourd à supporter pour un État. C'est lourd à supporter pour la société. Il faut arriver à sauver des vies, peu importe les conditions. Service minimum ou service d'urgence? Il faudrait que vous soyez plus précis là-dessus, parce que c'est là où le service minimum, je dis. Qui dit service minimum, il y a notamment les urgences. Pourquoi pas service d'urgence, tout simplement? C'est blanc, bonnet blanc. La différence est de taille. Le service minimum peut être élargi aux médecins de service ce jour-là, alors que le service d'urgence, il est bien défini au seul médecin d'urgence. Le service minimum, à l'entendement de la présente loi, il comprend le service d'urgence qui doit fonctionner et dans lequel il doit y avoir un médecin. Déjà en soi, Christian, on est dans un plateau de radio ici, mais quand il y a ce service minimum à l'hôpital, c'est la panique. C'est pas évident, je vous dis, c'est pas évident. Et les dégâts sont énormes. Quand il y a reprise de travail, ces dégâts-là sont irréparables. Alors, à la question de Jacques Sadiki, que dites-vous? Que doit faire le médecin qui n'a comme seul moyen sur le gouvernement de grève, que la grève sèche pour faire entendre ses revendications? Il doit continuer à observer le service minimum. Il doit continuer à le faire. Avec un gouvernement qui ne l'entend pas. C'est quand même dommage qu'on ait affaire à des gouvernements. Hein. Ce n'est pas l'actuel gouvernement, c'est l'histoire du Congo nous le dit, qui est insensible, qui n'attend que lorsque la grève devient sèche. C'est quand même dommage. Mais à un moment donné, il faudrait que le gouvernement aussi soit responsable. Et la vie, entre-temps, doit être sauvée. Ce que je dis ne concerne pas que Guy Mafuta. Ça concerne aussi les familles des médecins. Et même ces médecins-là. Un
Un médecin aussi n'est pas exempté de la mort. Hein. Il peut avoir un problème et avoir besoin urgemment des médecins. S'il tombe à la grève pendant la période de la grève sèche, c'est quand même assez compliqué. Question d'Armel Mayara. M. Guimafuta nous doit vraiment des éclaircissements sur sa proposition de loi qui vise spécialement les médecins. Le gouvernement veut passer par lui pour ne pas respecter des accords signés à Bibois ainsi que nous priver le droit de grève. Rien à voir avec le gouvernement. C'est une loi qui a été rédigée seule sans gouvernement et l'initiative a été alignée sans l'influence du gouvernement. Mais qui arrive à un moment où le gouvernement... Je suis d'accord que le médecin doit vivre décemment. Il doit avoir un salaire décent. Il doit être dans les meilleures conditions. Là, rien à faire. C'est quand même une profession noble. Je suis d'avis qu'ils doivent revendiquer parce que les conditions ne sont pas les meilleures. Mais aussi, de l'autre côté, il faut voir aussi la vie qu'il faut sauver. Déjà, en soi, le service minimum, que je veux qu'il soit obligatoire, est difficilement supportable dans un hôpital. Essayons de comparer avec les autres pays. Grève générale est possible. Je prends le cas de la France ou de la Belgique. Sauf pour les forces de l'ordre, les militaires et les pompiers, je crois. Pourquoi pas dire la même chose chez nous? Là-bas aussi, les services d'urgence sont organisés. La vraie question qu'il faut se poser, si ces services spéciaux arrivaient à aller en grève sèche, que serait le sort de l'État? Si les médecins doivent faire la grève sèche, quel serait le sort de la population? Je comprends tout à fait la difficulté qui est la leur. Je comprends les réalités socio-professionnelles des médecins. Elles sont à décrier. Mais il y a aussi la population à sauver. Oui, déjà que la forme minimale de la grève qui leur est autorisée de faire, elle est déjà assez difficilement supportable. Oui, mais comparons. Pas de droit de grève pour les militaires, les policiers, les surveillants de prison. Voilà, c'est les surveillants de prison en raison de l'obligation d'assurer la continuité du service public qui a valeur constitutionnelle. Ça, c'est dans la majeure partie des pays. Aussi, les mêmes catégories sont aussi, ne peuvent pas aller en grève. Oui, mais les médecins ne sont pas mentionnés dans les autres pays. Pourquoi particulièrement insister sur eux ici en République démocratique du Congo? Et maintenant, ils ont prêté, ils ont juré serment d'Hippocrate, ils ont une certaine responsabilité, ils le savent, ils ne vont pas tout laisser débrayer, ils en sont conscients. Pourquoi ne pas leur faire confiance et les appuyer dans la seule méthode qu'ils ont trouvée pour faire plier le gouvernement? Christian, je pars d'un constat. Ce que je vous dis, j'ai fait 9 ans, j'ai géré le secteur médical, j'ai eu, comme je l'ai dit, 45 conventions avec les hôpitaux. J'ai vécu les grèves sèches. Ce que je produis dans cette loi, c'est le fruit d'un constat, c'est le fruit d'une analyse assez réfléchie. On n'a peut-être pas les mêmes conditions que eux. Mais chez nous, ici, je vous dis, Christian, déjà que les conditions, le plateau technique est délétère. Aller accepter une grève sèche, c'est difficile. En Europe, par exemple, ils peuvent se le permettre. Il y a un plateau technique assez élevé. Il y a des autres personnels paramédicaux peut-être qui peuvent suppléer tant soit peu. Mais ici, chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Christian. Donc, les médecins doivent observer un service minimum. Aller en grève, mais observer un service minimum. Déjà que ce service minimum est difficilement supportable. Tout à l'heure, j'ai dit ce projet de loi arrive pour soutenir la couverture universelle. Vous avez évolué pendant plusieurs années, vous l'avez dit, dans le secteur de la santé à la tête de la mutuelle des enseignants. Quelle chance vous donnez à cette couverture universelle? Pas beaucoup de chance. Parce que il y a un problème de programmation. Ma crainte, c'est quoi? Rendre gratuit ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, souvent, quand nous prenons des décisions, et c'est l'erreur de beaucoup d'autorités, on voit Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, éventuellement Goma et Bukavu. Mais moi, je suis élu de l'intérieur. À l'intérieur, Christian, l'aiguille pour l'injection est utilisée par plusieurs personnes pendant même une semaine. Parce qu'il n'y a rien, au fait. Il n'y a pas d'infrastructure. Alors, je prends l'exemple d'un enseignant qui, dans son village, n'a pas d'hôpitaux, mais qui a un peu d'argent pour aller se faire soigner traditionnellement. Vous lui enlevez sous son salaire un petit rien pour contribuer à cette couverture santé universelle. Mais en contrepartie, il n'a rien, il n'aura rien. Il devra attendre 10-15 ans et voir un hôpital venir chez nous. Le contraire aurait été intéressant. Commencer d'abord par équiper, créer l'infrastructure hospitalière et ensuite rendre effectif ce projet-là. Déjà que les fonds en soi, les fonds qui passent par un intermédiaire sont déjà diminués. Au fait, en réalité, ce sont des intermédiaires
qui vont prendre les fonds de l'État et essayer de les redistribuer. On a connu une expérience ici, la carte des ayants droit, qui n'a pas abouti. Mais il y a des expériences qui naissent, les mutuelles de santé, qui au fait sont beaucoup plus efficaces que ceux qu'on veut faire. Moi, je salue l'idée du chef de l'État, c'est une belle vision, mais il faut être pragmatique. Il faut commencer par un schéma assez structurant. Le docteur Roger Kamba, le ministre de la Santé publique, semble avoir été nommé à ce poste après avoir été à la présidence pour cette couverture, pour mettre en place cette couverture universelle. Donc pour vous, peu de chance, ou si ça démarre, c'est une catastrophe. En tout cas, en tant que technicien, je n'accorde pas beaucoup de chance à ça, parce que les préalables ne sont pas encore rencontrés. Les préalables ne le sont pas, Christian. Il faut être sincère et honnête. Guy Mafuta, élu de Chikapa, Kasaï Central, membre de l'Union Sacrée. Vous devez être satisfait aujourd'hui que cette Union Sacrée soit mieux organisée ? On est en voie d'organiser. Il y a déjà eu une sortie officielle, une charte qui a été signée. Mais que vous avez signée. Il faut que j'ai aussi signé. Il faut continuer à peaufiner l'organisation, la structuration de l'Union Sacrée aussi. Qu'est-ce qui doit être changé ou amélioré ? Au sein de l'Union Sacrée. C'était ma question, oui. Qu'est-ce qui doit être changé ou amélioré ? Oui. La charte, elle est là, nous l'avons adoptée. Il faut continuer à la structurer davantage. Parce que jusque-là, le seul organe qui fonctionne, c'est le présidium, qui officiellement fonctionne. Mais les autres compartiments, il n'y a encore rien jusque-là. Et le temps presse. Je pense que quelque part, que certaines personnes doivent se secouer aussi pour aller un peu plus vite que ça. On doit se rappeler qu'à l'Union Sacrée, vous en êtes, on peut vous le dire, vous en êtes un des précurseurs, puisque vous étiez même le seul à avoir signé publiquement la pétition contre Janine Mabunda à l'époque. Ouais. Expliquez-nous, on parle de vision du chef de l'État, on parle aujourd'hui, plus nettement, de réélection du président de la République, mais quand vous vouliez défenestrer la présidente de l'époque, c'était pour quelle raison majeure ou principale ? Déjà, moi, je l'avais dit et je veux le répondre, c'était pour dénouer une situation alambiquée, conflictuelle. Il y avait un président de la République qui n'avait pas la majorité et tout s'est résumé en motif. Je n'arrive pas à faire ci parce que je n'ai pas ça. Et le rôle d'un responsable, d'un intellectuel, c'est donner la chance à la chance elle-même, excusez-moi de me dire ainsi. Et mon action était pour donner au chef de l'État la plénitude de l'exercice pour qu'il réalise son plan. C'est pourquoi j'avais fait ça. Je ne pouvais pas continuer à vivre de manière passive à ces conflits, des compétences, des clivages, alors que la population continuait à souffrir. En tant que juriste, vous êtes-vous satisfait des différents arrêts ? Je sais on ne peut pas discuter des arrêts de la Cour constitutionnelle, des différentes décisions prises qui a fait que, c'est peut-être une première en République démocratique du Congo, des députés élus sur une étiquette en cours de législature puissent passer à une autre étiquette ? J'ai déjà eu ce débat avec toi, Christian. Si tu veux, je peux encore me répéter. La Constitution et même le règlement intérieur donnent la liberté à un élu au sein du groupe parlementaire qui ne partage plus une certaine visée politique avec sa propre famille d'être un non-inscrit. C'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui le dit. Mais tous ne sont pas non-inscrits aujourd'hui. Quand on parle de députés FCC de la majorité, députés FCC de l'opposition. La difficulté, c'est d'avoir au moins 300 ou 200 non-inscrits et créer en soi une autre force au sein de l'hémicycle. Mais les choses ont déjà évolué, Christian. Évidemment, les lois sont telles qu'elles sont. Je disais à quelqu'un, va devenir dans l'arsenal juridique les lois relatives à la gestion du pouvoir, les lois électorales. En réalité, l'Union Sacrée ou l'actuel régime n'en a modifié qu'à hauteur de 2%. Toutes les lois sont à l'État. Ce n'est pas le gouvernement, le régime Tshisekedi qui a modifié ces lois. Ce sont des lois héritées qui sont en train d'être appliquées. Vous êtes maître penseur de l'Union Sacrée ? Pas forcément, pardon. Si je veux pas même avoir cette prétention-là. Mais je réfléchis, moi je suis libre. Hein. J'ai la capacité de réfléchir librement. Et je pense que l'observation critique ne doit pas que venir de l'opposition. Même au sein de l'Union Sacrée, nous ne devons pas chanter la même chose. Il faut avoir aussi une lecture critique. Ça permet à ce que les choses aillent de l'avant. Dans cette lecture critique, quelle différence faites-vous entre l'USN aujourd'hui et le FCC d'hier ? Ça dépend des compartiments. C'est une question très intéressante. Hein.
Ça dépend des compartiments. Mais je donne encore un peu de temps à l'USN. Vous donnez encore un peu de temps à l'USN. Il en a besoin pour peaufiner certaines autres choses. Si vous lui donnez du temps, c'est qu'à ce stade, il ne vous a pas encore satisfait. Non, c'est-à-dire qu'à ce stade, on est au stade où nous sommes en train de nous structurer. Malheureusement, ça prend du temps. Oui, mais la structuration elle prend du temps. La structuration, ça fait 3 ans presque. Hein. C'est ce que je dis. Malheureusement, elle prend du temps. Un mandat ne dure que 5 ans. Est-ce qu'on peut demander plus de temps qu'on en a ? Non, vous savez, c'est un problème de choix. C'est un problème de choix. Il y a malheureusement des choix qui sont motivés par la volonté politique, qui ne sont forcément pas la volonté de développement. Les urgences politiques, qui généralement ne riment pas toujours avec les urgences de développement. Oui, mais hier, vous dites fin au FCC cash parce que la politique doit céder le pas au développement, et aujourd'hui vous nous dites la politique prime sur le développement, on doit encore on doit prendre un peu de temps pour arriver à notre objectif. Donc on change les acteurs et on fait la même chose. Ce que j'ai dit hier, il y avait ce conflit, ces clivages qui ne donnaient pas la chance au développement. Et l'acte de Guy Mafuta, c'était d'arriver à faire dénouer ce conflit. Aujourd'hui, l'actuel régime a la plénitude de l'exercice du pouvoir. Mais la position est la même, toujours aux politiques plutôt qu'au développement. Malheureusement, il y a un peu de vérité dans ce que vous dites. Vous savez, Christian, dans un gouvernement, on sait lire la volonté d'un gouvernement par le choix, par le profil, par le cursus. C'est pourquoi je dis, malheureusement, on a l'impression que l'option est plus politique que celui du développement. Mais vous défendez toujours et vous signez charte. Oui. Malgré le fait que vous n'ayez pas été récompensé. Récompense, Christian est né le 19 septembre, c'est ça, Christian? Ah tiens, je ne vous savais pas si bien informé. Guy Mafuta est né le 28 octobre. Tu es né un jour, je suis né un peu plus tard que toi. Mais est-il que j'aurai une date de naissance, moi aussi? Ça, c'est pas le vrai problème. Oui, mais chacun naît et chacun sa destinée. Ouais. Chacun se bat pour améliorer sa destinée. Quand vous vous êtes battu, vous étiez le premier à signer publiquement, vous espériez bien obtenir quelque chose en retour. Vous n'avez pas obtenu la primauté du développement sur la politique et vous n'avez même pas obtenu un quelconque mandat. L'important, c'est que si on sait accéder au développement, si la population que nous sommes censés gérer se retrouve, c'est ça qui est important. C'est ça même le but, le sens de la lutte. Elle se retrouve selon vous aujourd'hui ? Il y a encore des pas à faire, il y a encore du chemin à faire. Certains vous disent plus aussi chaud qu'avant pourtant. Je le suis, je réfléchis. Je réfléchis. Vous n'êtes plus aussi chaud qu'avant ? Non, au moment crucial, je sais dire ce qu'il faut dire. Moi, je considère que être politique, la politique ne doit pas être une profession. Ma profession, c'est porter la robe qu'on appelle toge. Je suis dans ma profession. Mais quand il faut parler politique, on est là pour présent. Je ne dois pas passer le clair de mon temps à faire des déclarations. Ça ne rime à rien. Il faut avoir le temps de réfléchir, de trouver la bonne solution et la proposer. C'est pourquoi je dis, même en interne, il faut avoir aussi un regard critique. Et c'est le regard que j'ai. Cela ne veut pas dire qu'il s'est refroidi, non. C'est un monsieur qui sait réfléchir, qui sait être lucide quand il le faut. Et là, je dis, il y a quand même un peu de retard. Et il faut privilégier le choix du développement dans tout point de vue. Ce développement, ce choix du développement, ce regard critique, qu'est-ce qu'il dit de l'organisation des élections avec un enrôlement qui a posé problème, avec même un audit qui suscite interrogation. Et je ne parle pas de la loi sur la répartition des sièges. Là, il y a plusieurs données dans votre question. On peut parler du recensement ou Arrêtons-nous, puisque cela semble vous poser problème, tout ça, arrêtons-nous au résultat. Loi, répartition des sièges. Votre regard critique, il en dit quoi ? Non, il n'y a que des chiffres qu'on peut opposer aux chiffres. Monsieur Kadima vous dit, j'ai 93 millions X enrôlés. Vous proposez quel chiffre pour contredire Monsieur Kadima ? Jusque-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et la clé de répartition, elle est assise sur des calculs arithmétiques. A-t-il fauté ? Si oui, donnez-nous les bons calculs. S'il n'y a pas de chiffre contre chiffre, tout ce qu'on peut faire, c'est aléatoire et dilatoire.
Vous irez aux élections Bien sûr. en tant qu'union sacrée, Oui. en soutien à la candidature du chef de l'État? Jusque-là, oui. Jusque-là. Oui. Pourquoi jusque-là? Les choses peuvent changer. Parce qu'il n'a pas encore déposé sa candidature. Il va la déposer. Et je suis union sacrée. Je le dis clairement, je suis union sacrée.